BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous et bienvenue dans le club BFM Crypto. Oui, je sais, le marché crypto saigne, le Bitcoin est dans le rouge vif. Il a fait un bref passage tout à l'heure sous les 61 000 $ et perd plus de 9% sur un mois. Va-t-il sortir du range dans lequel il se trouve depuis de longues semaines, par le haut ou par le bas? Élément de réponse dans quelques instants avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Dimanche, Bonjour, ce sera le premier tour des élections législatives en France. Contrairement aux États-Unis où les cryptos deviennent un réel argument de campagne, chez nous, c'est clairement pas la priorité. Mais une candidature fait son apparition, une candidature pro-Bitcoin. Sébastien Bordieri, journaliste BFM Crypto, est avec nous pour en parler dans quelques instants. Sébastien, vous avez rencontré la candidate concernée. Enfin, la semaine prochaine signera peut-être la fin ou du moins la restriction de tout un tas de stablecoins au sein de l'Union européenne avec l'arrivée de Mika la semaine prochaine. Allons-nous réglementer du vide? Quel avenir pour les stablecoins aux États-Unis? Élément de réponse dans quelques instants avec Arnaud Toiti. Bonjour Arnaud. Bonjour. Avocat associé chez Hashtag Avocat, et Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour Amaury. Professeur à Neoma Business School. Mais d'abord, je le disais, nous sommes en ligne avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Alexandre, c'est l'heure du traditionnel point marché du lundi avec vous à 15h. Bon, ce qui est un petit peu problématique, c'est que ça fait plusieurs séances que le Bitcoin est dans le rouge et là, on est particulièrement dans le rouge. Je crois qu'on est sur un plus bas de plusieurs semaines, facile 5-6 semaines. On est passé en deçà des 61 000 $ tout à l'heure. Là, c'est quoi? C'est un bas de range sur lequel on va rebondir ou alors on risque de le transpercer par le bas? Oui, bonjour Maury, bonjour à tous. C'est vrai que pour l'instant, on est dans ce scénario, finalement, qui est le scénario qu'on décrit depuis plusieurs semaines, à savoir que on voyait déjà Bitcoin, si vous voulez, quand on compare cette classe d'actifs avec d'autres types de marchés, type Nasdaq par exemple, on voit que le Nasdaq marquait de nouveaux records, là où Bitcoin avait déjà cessé de grimper depuis plusieurs semaines. Et donc on pensait que le jour où le Nasdaq allait commencer à corriger un peu, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec les semi-conducteurs, puis d'autres segments qui ont commencé à corriger un peu, on pensait du coup que Bitcoin allait pouvoir chercher effectivement plus bas, dans la zone des 60 000, c'est où nous sommes actuellement, 60, 61 000, donc c'est cette zone qui est effectivement une zone technique, vous l'avez bien décrite, c'est un vrai palier, c'est-à-dire que d'un point de vue technique, c'est une zone qu'on a déjà testée en avril, puis en mai, qu'on avait cassé brièvement il y a 2 mois de cela pour aller chercher les 56 000 $, et au-dessus de laquelle on était revenu. Donc c'est en soi, c'est une vraie zone. C'est-à-dire que, encore une fois, si des gens s'interrogent sur est-ce que qui n'avaient pas pris le rallye d'avant, par exemple, des gens qui se disent voilà, est-ce que 60 000 c'est pas un peu dangereux d'acheter du Bitcoin maintenant ou autre? Si vous n'en avez pas en portefeuille, si vous voulez démarrer des portefeuilles crypto ou autres, ces niveaux pour un investisseur sont, je pense, vraiment adaptés. C'est des niveaux intéressants qui déjà sont moins chers que les plus hauts d'il y a quelques mois, et surtout c'est des niveaux qui sont pas. Moi, je continue de plaider pour le scénario du range, si vous voulez. C'est-à-dire ce scénario où nous aurions, et nous avons, une zone très large d'évolution qui va en gros des 50, 55 000 jusqu'à 75 000, 74 000 dans le dernier record. Et je pense qu'on est toujours là-dedans. Donc, plus on se rapproche du bas de cette zone, c'est-à-dire plus, même si nous allions sous les 60 000, ce qui est un petit risque à court terme, je pense quand même que la zone, si vous voulez, large des 50 000, c'est un peu le seuil du beurre, on appelle ça en jargon financier. C'est la zone où on va quand on pense vraiment que le truc est en train de se retourner, et puis c'est souvent là, finalement, que le marché finit par rebondir. Donc, pour moi, la zone, en gros, 50-60 000, c'est normalement la zone support. Donc, à part des accidents, c'est-à-dire des incursions temporaires sous 60 000 et quelques, pour moi, on n'est pas en train de partir pour une déculottée comme en 2022 où on avait vraiment la larguer 70% de valeur en quelques mois. Tout simplement parce que la purge a été faite en fait. C'est ça qu'il faut voir, c'est que ce qu'on a comme mouvement là, j'assimile plutôt ça à une digestion de l'énorme rallye qu'on a connu sur la fin de l'année dernière et tout début d'année, avec de multiples sujets, les ETF, la valeur refuge, la détente des taux américains également, ça fait beaucoup de sujets qui étaient pricés. Donc là on est en train de digérer tout ça, de consolider tout ça, et le terme, c'est toujours celui que j'utilise, c'est consolidation, c'est-à-dire c'est un mouvement latéral qui est ample quand même, et qui restera latéral je pense. Donc oui, je dirais qu'entre 50 60 000, et même les niveaux actuels, des niveaux où on peut déjà tranquillement se positionner, mais si vous avez le Nasdaq qui cette semaine fait moins 3, moins 4 ou moins 5%, vous pourrez probablement revoir le Bitcoin sous 60 000. Mais je pense que ce seront des phases, vous voyez, un peu de purge, on appelle ça un peu de capitulation dans le jargon, c'est-à-dire des phases où on largue le dernier mouvement baissier avant de commencer à rebondir. Donc voilà, je pense où nous en sommes actuellement sur Bitcoin, et donc pour les investisseurs, c'est des zones
cohérente pour investir. Si on trade, par contre, si on se dit si j'achète en tradant à 60 000, est-ce que je suis sûr de faire plus 10, plus 20 derrière? Moi, pour ces signaux-là, je voudrais quand même, en trading pur, d'aller rechercher au moins 70 000. Voilà, 70 000, c'est retapé. Là, je pense que ça signera le retour sous le haut du range et ensuite cassure par le haut du range et direction les 100 000. Donc, en trading, c'est pas encore des zones, je trouve, vraiment adaptées. Mais pour un investisseur, c'est des zones tout à fait cohérentes pour entrer tranquillement. Bon, ce que vous nous dites, Alexandre, finalement, c'est qu'on peut encore baisser à court terme, mais que, d'après vous, en tout cas, le plus dur est passé, sauf cas de force majeure. On en reparle lundi prochain. Alexandre refera le point avec vous. Merci beaucoup, Alexandre Baradès, chef analyste chez IG. Bonne journée, Alexandre. Bon, avant de parler des élections législatives, dont le premier tour aura lieu ce dimanche, donc dans moins d'une semaine, on a, après l'analyse technique, nous, une métrique que personne d'autre n'a. C'est le fameux Janson Index. Rebonjour Nathalie Janson. Eh bien, rebonjour Amaury, oui. On va expliquer rapidement ce qu'est le Janson Index. On en avait parlé il y a quelques mois sur ce plateau. C'est que vous êtes professeur à Neoma Business School et vous parlez avec vos élèves. Notamment du marché crypto, pas que, mais vous nous aviez confié la dernière fois que ça pouvait donner des indications intéressantes sur où en est le marché. Donc, où en est le Janson Index, Nathalie, aujourd'hui, d'après cette métrique-là? Alors, d'après... Où est-ce qu'on en est dans le cycle? Eh bien, dans le cycle, en fait, on n'a pas tellement évolué cette année. C'est-à-dire qu'en fait, on est resté sur des étudiants qui étaient entrés avant 2021, avant le bull run, le fameux, et qui, eux, sont des convaincus qui sont restés. Et voilà. Donc, du coup, ils ont continué à investir. Et en fait, ceux qui étaient attirés qui ont été attirés, mais sans avoir une plus grande expertise ou pas de passion particulière, en fait, sont pas revenus. Donc, en fait, on est effectivement sur un indicateur qui montre qu'en fait, on a un marché qui se renforce sur les convaincus, en fait, qui pensent que le Bitcoin est vraiment une valeur sur laquelle il faut migrer. Mais en fait, les nouveaux ont du mal en fait, ceux qui n'étaient pas dedans avant ont du mal à venir. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui, pour résumer, c'est les particuliers qui étaient déjà là avant, qui étaient déjà convaincus du cycle précédent. Exactement. Et ceux, a priori, qui ont fait le début de bull run, entre guillemets, de ce cycle-là, c'est plutôt les institutionnels, c'est ça? Exactement. Et là, donc, c'est assez drôle parce qu'on voit qu'on a vraiment pas, ça n'a pas beaucoup bougé. C'est-à-dire que ceux qui ne connaissaient pas le sujet, qui ont été là un peu plongés dans le sujet, eh bien, à la fin, ils vont pas y aller pour autant. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, ça ne les convainc pas. Bon. Alors que ceux qui sont déjà là, ils restent. Donc potentiellement, on peut éventuellement avoir dans quelques semaines, quelques mois, une vague de nouveaux entrants, Nathalie. Oui, pour le moment, des particuliers qui, pour vous, ne sont pas encore entrés en tout cas à ce cycle-là. Non, tout à fait. Il y en a qui ne sont toujours pas rentrés sur ce cycle-là. Eh ben, c'est très important de le noter. Oui. Voilà, ça pourra peut-être faire la différence pour la suite. Merci beaucoup Nathalie pour ce point. Avec grand plaisir. Je le disais tout à l'heure, Sébastien, élection législative qui débute dimanche prochain en France. Les cryptos et le Bitcoin, c'est clairement pas le sujet en ce moment. On est plutôt sur d'autres sujets. Mais il y a quand même une candidature, et je crois que c'est inédit, qui se démarque. On a une candidate qui se dit pro-Bitcoin, c'est ça Sébastien, et qui dédie sa candidature au Bitcoin. Exactement, elle s'appelle Aurore Galvez, elle a 33 ans et elle se présente dans la 8e circonscription de l'Isère, c'est au nord de Vienne. À ce jour, c'est la seule candidate que j'ai identifiée qui est clairement pro-Bitcoin et dont la campagne est explicitement focalisée sur le Bitcoin. C'est une entrepreneuse et professeure en école de commerce à Lyon. Elle a un objectif avec sa candidature, c'est mettre en lumière le Bitcoin dans la politique française. Cette candidate, elle se présente sans étiquette et sans parti, et c'est sa première expérience en politique. Sa candidature, elle s'appuie sur 3 piliers, une politique monétaire saine, une transition énergétique soutenable et une politique numérique visant à protéger les utilisateurs. Alors elle trouve, que les utilisateurs et les détenteurs de crypto-monnaies ne sont pas assez considérés en France. Je rappelle qu'il y a plus de 6,5 millions de Français qui détiennent des crypto-monnaies en France. Et donc, en fait, voilà, elle veut vraiment mettre le Bitcoin au cœur de la législative. Bon, professeur en business school, Nathalie, vous auriez pu vous présenter. Exactement, voilà. J'ai quand même loupé mon moment. Ouais, c'est trop tard, là, je suis même pas sûr. Je sais pas, oui, à moins que je la rejoigne. Vous ferez les présidentielles. Exactement, voilà, je ferai les présidentielles, exactement. Une présidentielle crypto à la Trump. Si ça se trouve, voilà, ça aura évolué depuis et peut-être que ce sera plus bankable, entre guillemets. C'est assez d'ailleurs drôle parce qu'effectivement, là, pour le coup, les cryptos sont devenus le sujet de différenciation entre Trump et Biden, donc c'est assez drôle. Et en fait, le critère, c'est que Trump accepte
le soutien de la campagne en Bitcoin. Donc, je pense que c'est ça ce qui fait la différence entre l'absence du sujet en Europe et celle de la présence aux États-Unis. Et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, notamment avec Arnaud Toiti. Mais Sébastien, finalement, c'est quoi l'objectif de cette campagne ? Eh ben, en fait, cette candidature qui se veut modeste, financée sur leurs propres fonds personnels, mais sincère, elle a pour objectif de défendre à la fois les intérêts financiers et la vie privée de chacun. Pour Aurore Galvez, le Bitcoin en fait partie donc de la solution. Ce n'est d'ailleurs pas une novice dans le domaine. Elle a cofondé Bitcoin Lyon. C'est un comptoir pour acheter et vendre du Bitcoin et des crypto-monnaies à Lyon. Nicolas Cantus, son suppléant que j'ai eu, m'explique que le message central de leur candidature, c'est un message de souveraineté, de liberté individuelle, à l'heure où l'État n'est plus en mesure de garantir et d'apporter toutes les réponses. Alors, les sujets, et aussi à l'heure où les sujets de cybersécurité, de politique monétaire et numérique sont totalement absents de cette législative. Voilà. Et justement, Sébastien, les autres partis politiques, c'est-à-dire le reste de l'échiquier politique, les grands partis traditionnels, est-ce qu'ils parlent honnêtement de la crypto dans cette campagne ? Eh ben, vous en doutez, pas du tout. J'ai contacté les principaux états-majors des différents partis politiques, mais ce sujet, c'est clairement pas à l'ordre du jour. Selon les cas, soit le Bitcoin ne fait pas partie de leur champ de réflexion, soit il serait favorable a priori à une plus grande réglementation, ce qui renforce d'autant plus le caractère singulier de la candidature d'Aurore Galvez, qui rappelle que le Bitcoin ne manquera pas, je cite, de façonner le futur de nos sociétés. Alors, sur la profession de foi des deux candidats, ils rappellent leur engagement, c'est défendre la liberté et l'inclusion numérique pour tous. Dans la 8e circonscription de l'Isère, Aurore Galvez fera face à 5 candidats. La députée sortante Caroline Abadi, donc, qui est pour Renaissance Ensemble, Jacques Lacaille, la députée pour Lutte ouvrière, Jean-Claude Lassalle pour les Républicains, Anan Mansouri pour la plateforme LRRN et enfin Cécile Michel pour le Nouveau Front Populaire. On a d'autres candidats pro-crypto Bitcoin qui se sont présentés aussi, ou pour l'instant, à votre connaissance, c'est la seule, Sébastien ? Pour l'instant, à ma connaissance, c'est la seule qui est vraiment favorable aux crypto-monnaies, au Bitcoin plutôt. Bon, et ben on a encore une semaine de campagne et puis on suivra un peu tout ce qui se passera, notamment dimanche prochain. Merci beaucoup Sébastien, notamment article à retrouver sur notre site BFM Crypto. Voilà. Et la newsletter aussi qui sort le lundi à 18h. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Arnaud Toiti, donc je le disais, donc associé fondateur de #Avocat. Là, il nous reste dans une semaine, on a Mika qui entre en piste, on va dire, pour les stablecoins. Et il y a beaucoup d'émetteurs de stablecoins qui sont pas rassurés sur le sol de l'Union européenne parce que un certain nombre de ces stablecoins pourraient ne plus être utilisés ou être clairement restreints. On voit qu'aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que Mika, chez nous, menace complètement les stablecoins alors qu'aux États-Unis, ça n'a pas l'air d'être un sujet ? Alors, je pense en fait, si vous voulez, qu'il faut faire une analyse un peu macroéconomique de la situation. C'est-à-dire qu'on a une situation aux États-Unis où on a 2 sociétés privées, Tether et Circle, qui représentent approximativement 90% du marché mondial des stablecoins. On a des sociétés privées qui fonctionnent très très bien, qui ont un volume qui est extrêmement significatif. De l'autre côté, en Europe, on a des stablecoins euros, mais en réalité qui représentent un volume qui est quasiment insignifiant. Et on se retrouve dans une situation où on a l'impression, en tout cas c'est l'impression que ça donne, qu'on ne fait rien, c'est le moins qu'on puisse dire, pour faciliter non seulement la consolidation de ces stablecoins euros, mais également leur développement, simplement parce qu'on voudrait qu'il y ait de nouveaux acteurs qui se manifestent, avec, à mon sens, pour objectif in fine, l'euro numérique, la mise en place en réalité d'une monnaie de banque centrale. Et donc, si vous voulez, on n'est pas du tout dans le même objectif. Aux États-Unis, on a des acteurs privés qui marchent très bien. Donc, il n'y a pas, il me semble, de volonté d'avoir ce stablecoin officiellement dollar de la part de l'administration américaine. Tandis que nous, de notre côté, on a ces difficultés, ce qui fait que finalement, on est systématiquement dans une volonté de ralentir un petit peu le marché. En attendant, l'espérance, c'est 2028, 2029, 2030, cet euro numérique. Voilà, c'est ce 2 poids 2 mesures. Nathalie, finalement, voilà ce que vient de nous dire Arnaud, c'est qu'aux États-Unis, on a un marché des stablecoins, en tout cas des gros stablecoins privés qui se développent très bien, ce qui n'est pas vraiment le cas en Europe chez nous. On n'a pas vraiment de stablecoin euro qui a de gros encours, etc. Donc on essaie de
de freiner ce marché, mais à freiner ce marché, est-ce que quelque part on tuerait pas un peu dans l'œuf toutes les initiatives de stablecoin euro ou de stablecoin en tout cas à l'intérieur de l'Union européenne? Oui, tout à fait. Donc là, je vais rendre à César ce qui lui appartient, parce que c'était Alexandre, que vous connaissez bien, Stachenko, qui aime à dire qu'en fait, à force de vouloir mettre un cadre, on va encadrer du rien. Bon, bah là, effectivement, c'est pour le coup du stablecoin, on est vraiment dans cette absurdité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui manque dans la logique de l'analyse des régulateurs européens, c'est qu'en fait, un stablecoin, c'est venu apporter une solution à un problème. En fait, on a un problème de logique économique chez les régulateurs européens. Donc, en fait, le stablecoin, pourquoi il est américain? C'est tout simple. Enfin, pourquoi le marché est dominé par les deux stablecoins qui ont été mentionnés? C'est qu'en fait, quand le marché a émergé de Bitcoin, la volatilité est la caractéristique première. Et donc, comme c'est gênant pour faire, soit quand on sort du Bitcoin ou parce qu'on veut l'utiliser en transaction, très rapidement, la solution du stablecoin a émergé. Donc, c'était Tether en 2014 qui a eu cette idée effectivement géniale de se dire j'ai des gens d'un côté qui aimeraient l'utiliser mais qui voudraient un peu de stabilité. On va offrir ce service de stabilité. Ça permet en gros de figer la valeur de soit parce que je vais réinvestir, soit parce que je paye. En tout cas, ça va ce service va sans doute avoir une valeur, donc je tente le coup. Il tente l'aventure, effectivement, ça marche. Alors ça a marché pas tout de suite à ce point-là, puisque là, le décollage, c'est vraiment autour de 2019-2020, mais bon, bref, ça fonctionne. Et ça fonctionne tellement bien qu'après, il a eu des émules, effectivement, USDC. Bon, il y a eu Binance, mais eux, ils se sont fait retoquer à cause de toutes les histoires de Binance aux États-Unis. Enfin bon, bref, le marché, c'est donc un marché qui est venu résoudre un problème. Or, pourquoi il est dollar? Parce que le dollar, c'est la monnaie de réserve, c'est la monnaie internationale, et que donc, effectivement, spontanément, les personnes investies en crypto, ils visent le dollar comme monnaie en fait d'arbitrage et non pas l'euro. Donc déjà, première chose, effectivement, l'euro n'est pas la monnaie qu'on va aller chercher pour stabiliser. On va stabiliser dans une monnaie internationale. D'autant plus que là, on parle de pays souvent qui ont des problèmes monétaires, enfin dans des gros utilisateurs. L'Argentine en fait est un des gros utilisateurs de stablecoin. Voilà, c'est eux, ils sont implicitement dollarisés. Donc, ils ne vont pas aller chercher de l'euro. Le Liban, si on prend aussi le deuxième, c'est la même chose. Donc là, il y a quelque chose qui a été manqué dans l'analyse, c'est-à-dire qu'effectivement, le stablecoin euro, il est tout petit. Alors, le réglementer avant même qu'il apparaisse, ça semble délirant, puisqu'il n'est pas là, de toute façon, le stablecoin euro. Donc, pourquoi vouloir aller empêcher des gens de faire un projet qui n'existe pas? Arnaud Toiti, finalement, ce que nous dit Nathalie Janson, c'est que réglementation par réglementation dans l'Union européenne, quoi qu'il arrive, ce que vous nous avez dit, Nathalie, c'est que finalement, un stablecoin euro, pour l'instant, ça n'intéresse pas les gens et on ne jure que par le dollar? Clairement, on ne jure que par le dollar. De toute façon, il suffit de voir les volumes, encore une fois, USDT, USDC, qui représentent 90% du marché pour s'en apercevoir. Après, moi, je dirais que le fait de vouloir les réguler n'est pas forcément une problématique en tant que telle. C'est même plutôt une bonne chose sur le principe. Simplement, la problématique ici, c'est qu'on a une situation qui est kafkaïenne. C'est-à-dire qu'on a un règlement MiCA qui vous dit que les stablecoins, ce sont des cryptoactifs, qui sont classifiés comme des cryptoactifs. Pour autant, on rajoute une couche en vous disant oui, mais attention, ce ne sont pas que des cryptoactifs, c'est également de la monnaie électronique. Très bien. Et on rajoute éventuellement une autre couche pour notamment les prestataires de services en actifs numériques, en leur disant attendez, si vous réalisez des services sur stablecoin, à ce moment-là, il se pourrait bien que vous deviez être prestataire de services de paiement ou agent de prestataire de services de paiement. Donc il y a un moment, on classifie, et puis en fait on vous dit non, finalement il en faut une de plus et éventuellement une autre aussi à côté en fonction de ce que vous êtes amené à faire. Et là, ça devient compliqué. Bon, et aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Comment c'est réglementé ou comment c'est en passe d'être réglementé outre-Atlantique? Alors, écoutez, moi, à ma connaissance, je laisse là peut-être sous le contrôle de Nathalie, mais à ma connaissance, effectivement, aux États-Unis, il n'y a pas de réglementation à proprement parler sur le sujet. En tout cas, pour l'instant, je ne pense pas que la Chambre des représentants et le Sénat se soient vraiment accordés sur ces sujets. Je pense qu'il y a une volonté de le faire, parce qu'à un moment, on voit que derrière, ça prend quand même une importance qui est significative. Je répète, l'USDT et l'USDC, on parle de milliards d'euros en termes de valorisation. Maintenant, il faut, raison garder en se disant que les Américains, souvent, pas toujours, mais souvent, sont très pragmatiques dans leur prise de décision. Et c'est vrai que là, MiCA, on est arrivé avec une réglementation qui, sur le papier, en théorie, est très bien ficelée, mais qui, en réalité, est très agressive, très abrasive, et qui, à mon avis, va avoir pour effet extrêmement pervers de finalement pousser les acteurs à partir. C'est le cas de Tether, je le rappelle, qui a officiellement dit « l'Europe, c'est trop compliqué,
je m'en vais. Et juste pour rajouter, Circle, qui lui a dit, moi ça m'intéresse, je veux être établissement de monnaie électronique. Je rappelle que nous sommes à une semaine de l'application de MiCA et Circle n'est toujours pas EM. Bon, c'est pas très rassurant. On va voir un peu ce qui se passe. Oui, Nathalie. Alors oui, pour rebondir sur la partie américaine, ce qui est très drôle, effectivement, c'est qu'on est vraiment dans des logiques totalement renversées. Donc, effectivement, aux États-Unis, pour le moment, il n'y a rien, alors que bon, les acteurs sont devenus gros. Moi, je m'en rappellerai toujours. En 2019, c'était 6 milliards quand il y avait la fameuse affaire Facebook Libra. C'était 6 milliards Tether. Aujourd'hui, c'est plus de 120 milliards. Enfin, bon, c'est beaucoup grossi, on va dire ça comme ça. Ce qui est très drôle, c'est qu'effectivement, on était parti avec cette idée vague de peut-être, oui, aux États-Unis, on va peut-être faire une monnaie une monnaie de banque centrale numérique. En fait, récemment, effectivement, ce fameux texte de crypto qui va peut-être passer au Sénat, puisque là, il a passé la phase du Congrès, en fait, stipule que pour le moment, il y aura pas, enfin, la Fed n'est pas habilitée à le créer. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas de création. Et donc, ça veut donc dire quelque part qu'effectivement, il se dirigerait vers l'utilisation du stablecoin privé parce qu'en fait, ils se disent que finalement, ça ne sert à rien qu'ils aillent inventer l'eau tiède alors qu'elle existe déjà. Ce qui est une très bonne idée, d'ailleurs, ça évite de dépenser beaucoup de ressources pour rien et d'énergie. Je pense qu'ils se focalisent sur l'essentiel. Et du coup, il y a un deuxième, là, il y a une proposition de loi qui a été faite par un sénateur, une sénatrice qui est Lomis et je ne sais plus, je me rappelle plus de l'autre. Enfin bon, bref. Et eux, en fait, ils veulent absolument, effectivement, réguler les stablecoins. On retrouve un peu l'idée de MiCA, puisqu'en fait, ils autoriseraient des non-banques à les mettre, ce qui est le cas, parce que pour le moment, les deux qui les mettent, c'est pas des banques, avec un plafond. Donc on retrouve l'idée du plafond qu'il y a aussi dans MiCA. Simplement, le plafond, effectivement, est beaucoup plus important que le nôtre. Il a 10 milliards, mais de toute façon, ceux qu'on a actuellement dépassent largement 10 milliards. Donc il faudrait un peu voir comment ça peut s'organiser. Par contre, effectivement, clairement, ils vont autoriser les banques à le faire. Donc on voit bien qu'ils vont le mettre sous la licence bancaire, ce qui est la double peine dont parlait Arnaud. Donc on a bien, aux États-Unis, ils ont bien compris que c'est pas tellement une crypto, c'est-à-dire c'est pas régulé par la crypto, ce sera en fait régulé par des lois bancaires où ils vont imposer des réserves, imposer des fonds propres et même imposer la composition des réserves. Ce qui, pour moi, est un non-sens, puisque un stablecoin étant quelque chose qui est stable, qui est donc 100% backé par du dollar, par exemple, on n'a pas à aller réglementer. C'est un choix de gestion du stablecoin. C'est comme si quelqu'un qui fait fonds d'investissement, vous alliez lui dire exactement comment il doit composer son portefeuille. Donc je pense que là, il pousse le bouchon, mais bon, c'est pour des histoires trop compliquées à expliquer ici. Mais on en est là. Donc on voit bien qu'on a vraiment des approches totalement différentes. Et en fait, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a aussi, clairement, Arnaud, un sujet de souveraineté. C'est-à-dire qu'on voit que nous, on veut faire un euro numérique qui arriverait pour l'instant, en 2027, on ne sait pas exactement, alors qu'aux États-Unis, en tout cas pour l'instant, c'est pas prévu qu'il y ait de dollars numériques. Est-ce que ça fait pas la différence quelque part ? Ah bah si, je pense que encore une fois, ça explique beaucoup de choses. Je ne sais pas si ça explique tout, mais en tout cas, ça explique beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous n'avons pas, nous, Européens, intérêt réellement à permettre à deux acteurs américains qui, pour le coup, phagocytent le marché, dont un spécifiquement, de lui ouvrir les portes du marché européen très facilement. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on impacte, vous en parlez tout à l'heure, non seulement, évidemment, les émetteurs, mais également les distributeurs. Et là, ça pose un vrai problème. Et quand je parle des distributeurs, je parle aussi de vous, de moi, qui demain avez pour volonté, comme souvent, de faire de la conversion en USDT pour X ou Y raison. Vous allez vous retrouver en difficulté. Je vais vous dire une chose. Moi, je pense que, à force de faire ça, en fait, on pousse les utilisateurs à aller sur des plateformes extra-européennes. L'objectif d'une régulation, c'est de protéger un investisseur. Et ça, c'est louable. Simplement, lorsque la protection, elle est tellement forte qu'elle finit par en réalité pousser les acteurs à sortir d'Europe ou pousser les utilisateurs à utiliser des plateformes extra-Union européenne, mais en réalité, finalement, vous faites exactement... Le résultat, c'est exactement l'opposé que ce que vous cherchiez au départ. Et c'est ça qui est dommage. C'est finalement ce que vous disiez, Nathalie, quand vous citiez Alexandre Sachenko, qu'on connaît ici. Voilà, quelque part, réguler du vide. Si on pose un cadre, mais le cadre, enfin, les boîtes, elles seront en dehors du cadre. Le cadre, il sera un peu vide, quoi. Il est tellement désincitatif que, il n'y a plus aucune raison de développer le projet. Et c'est ça qui est quand même dommage. Parce qu'effectivement, l'idée de combattre le dollar, d'essayer de rivaliser, là, on s'y prend très, très mal. Je pense que si on pouvait on n'aurait pas pu plus mal s'y prendre que comme on a fait, quoi.
Arnaud ? Oui, j'ajoute une dernière précision qui est importante, c'est que on nous explique, bon an, mal an, qu'en réalité, il va y avoir une sorte de période de tolérance qui va être instaurée. C'est la question que je veux vous poser. C'est-à-dire que là, clairement, pour être très concret, lundi prochain, donc dans une semaine, il y a Amica pour les stablecoins qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que vous dites, voilà, Circle, ils sont atterris, ils ont fait des demandes, mais il leur manque des papiers, en gros, des autorisations, c'est pas fait. Pourtant, Circle, c'est pas une petite boîte. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer lundi, franchement ? Écoutez, si on prend le texte, encore une fois, de manière stricte, pour pouvoir émettre un stablecoin sur le territoire européen, il faut être établissement non électronique. Point. Si vous n'êtes pas établissement non électronique, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Donc, normalement, la distribution, vous ne pouvez pas distribuer des stablecoins, entre guillemets, interdits. Ça, c'est la théorie. En pratique, il est fort probable, évidemment, que compte tenu de l'importance hégémonique de ces stablecoins sur le territoire européen et au niveau monde, il est fort probable que, en réalité, il y ait une période de tolérance qui se mette en place, qui peut être de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Moi, je trouve ça effectivement un peu ironique, entre guillemets, que sur un texte qui a été pensé à la base par la Commission européenne en 2020 et qui a été voté il y a quand même un an, on en soit à se retrouver à une semaine de sa mise en application en se demandant si on ne va pas garder une période de tolérance postérieurement à son entrée en fonction. Tout ça est quand même particulièrement on a été un peu en avance, puis finalement on arrive à être en retard. Voilà. Bon, on verra bien ce qui se passe la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Arnaud Toiti, avocat associé chez #Avocat, Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School. Tous les deux, vous reviendrez nous parler de tout ça, notamment après, peut-être dans quelques semaines, pour voir un peu ce qui s'est passé. J'espère que le Janson Annexe aura évolué la prochaine fois que vous viendrez. Je ne suis pas sûre, mais oui, on peut espérer. Si, on espère. Oui. En tout cas, Sébastien Bordy, merci. Voilà, votre enquête et vos interviews sont retrouvées sur le site BFM Crypto, la newsletter à 18h pour ceux qui ne sont pas abonnés. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain, 15h, et bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.